Moi, je voulais devenir un homme. Mon père voulait absolument que je fasse HEC, donc je suis allé exactement à l'inverse. Je suis allé faire Saint-Cyr. J'étais chef d'escadron, donc à la direction de la gendarmerie nationale. Encore une fois, c'est un challenge qui était totalement improbable. J'ai sillonné l'Afrique de long en large et en travers. Et puis, il y a eu les attentats du Bataclan. Je suis arrivé à la DGSE en 2017. Et les raisons pour lesquelles ils ne m'avaient pas pris à l'époque sont les mêmes pour lesquelles ils sont venus me chercher. Je suis appelé par mon patron actuel qui me demande de rejoindre Idemia. On est le 4e fournisseur du ministère de l'Intérieur. Alors maintenant, on en paye un peu les conséquences parce que comme on est en plein réarmement, Idemia est très présente dans votre vie et notamment dans votre poche. C'est la carte vitale. C'est aussi la partie biométrique du passeport. Et c'est quoi pour toi l'avenir de la biométrie ? Grâce au progrès d'empreintes minuscules qu'on ne pouvait pas traiter avant, ça donne un espoir et de faire réouvrir ce qu'on appelle des cold cases pour que les victimes sachent. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Pellegrin, directeur commercial monde de la practice Police chez Idemia Public and Security. Fort d'une carrière riche et diversifiée entre ministère des Armées, ministère de l'Intérieur et secteur privé, Laurent agit dans l'ombre pour l'intérêt du plus grand nombre. Il a notamment occupé le poste de délégué aux restructurations du ministère de la Défense et sous-directeur de l'achat au ministère de l'Intérieur et à la DGSE. Après avoir solidifié le compte France, son expérience en gestion et en stratégie commerciale l'ont conduit à jouer un rôle clé dans le développement international de la branche gouvernementale d'Idemia sur toutes les activités biométriques de police. Idemia est une entreprise française peu connue du grand public et pourtant leader mondial de l'identité augmentée et très présente dans le quotidien des Français. Passionné par l'innovation et la sécurité, Laurent partage régulièrement ses réflexions sur le management et le leadership. Aujourd'hui, nous explorerons son parcours, ses motivations et sa vision sur les grands enjeux autour de la biométrie dans le domaine de la sécurité ou de l'identité numérique. C'est parti! Bonjour Laurent. Bonjour Mère. Première question, est-ce que Laurent on peut se tutoyer ? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Laurent, peux-tu nous donner ton état civil, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Laurent Pellegrin. Je suis né le 7 décembre 1967, donc j'ai 57 ans, à Casablanca, au Maroc. J'ai 6 enfants et je suis divorcé. Très bien. Et par rapport à ça, si on parle d'enfance, c'est quoi ton souvenir le plus lointain ? Je crois que c'est au Maroc, à Casablanca, sur au bord de la mer. Ça s'appelait le Sun Beach. Et voilà, pour moi, c'est l'odeur du cumin et la lumière du Maroc. Et c'est quoi le Sun Beach ? Le Sun Beach, ça s'appelait le club des clubs de Casablanca. C'est sur la marina, où il y avait une piscine de 50 mètres d'eau de mer. Il y avait des activités sportives permanentes. Enfin, c'est un peu l'élite marocaine ou franco-marocaine. C'est Club Mickey plus. J'ai eu moins de chance que mes parents, qui eux, y ont vraiment vécu toute leur vie, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma jeunesse, ouais. Et alors, t'es né à Casa, tu y es resté jusqu'à quel âge ? Non, je suis parti assez vite, mais j'y ai passé toutes mes vacances jusqu'à l'âge de 20 ans. Voilà, parce que mon grand-père est enterré là-bas. Mmh. D'ailleurs, j'y vais dans 15 jours voir sa tombe et amener tous mes enfants au Maroc pour leur montrer leurs racines, enfin une part de leurs racines. Tu fais la généalogie de toute la famille ? Ouais. Oui, il me reste plus grand-chose en termes de famille, donc c'est important de leur montrer un peu leurs racines. Ouais. Et alors, c'est quoi justement l'histoire ? Qu'est-ce qui vous a amené et qu'est-ce qui vous a fait partir ? Et qu'est-ce que tu peux nous raconter sur toute cette partie de ton enfance après 20 ans, c'est que c'était les études, donc t'as fait... Oui, enfin moi mes parents se sont installés en France après leurs études, donc non, moi j'ai juste mes 2 grands-parents, mes 4 grands-parents qui habitaient à Casablanca, et j'y allais tout l'été. Enfin, c'était un vrai bonheur. Après, une fois que mes études ont été faites, moi j'habitais en France. Et t'as grandi où en France ? Dans les Yvelines.
D'accord, où dans ça? les Yvelines, du côté de Rambouillet, plus exactement à Amblinccourt, commune d'Hermeret, juste à côté d'Épernon, en Eure-et-Loire, à la frontière. Voilà, c'était C'est beau les Yvelines. un très beau un très beau département aussi. Donc une enfance joyeuse, au vert. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je vivais dans un endroit où il y avait beaucoup de gens du cinéma. Donc en fait, il y avait Pierre Richard, Victor Lanoux, Yves Robert, enfin des tas de gens qui habitaient dans le coin, donc qu'on croisait au tennis ou à la maison. Et oui, c'était assez sympa cette partie-là. Voilà. Donc Tes j'allais au parents lycée. étaient dans le show business? Pas du tout, pas du tout. C'est juste une sorte de voisinage, Ouais, ouais. un voisinage heureux qui rendait cette jeunesse un peu palpitante. Et alors, quand tu as fait tes études, tu t'es orienté vers quoi et pourquoi? Alors mon père voulait absolument que je fasse HEC, donc je suis allé exactement à l'inverse. Je suis allé faire Saint-Cyr, donc une Hippocagne qui m'a permis de rentrer à Saint-Cyr en 89. J'en suis sorti en 92, où j'ai pris la gendarmerie nationale en sortant. Ok. C'était déjà bien réfléchi ou tu les as Non, non, rencontrés non, non, pas pendant... du tout. Ça a été un choix de. Moi, j'ai eu la chance de sortir dans les tout premiers, donc j'avais tous les choix. Hmm. Mais c'est un choix plutôt de raison. Je voulais faire un métier où on ait directement des responsabilités directes. À l'époque, on se projetait pas dans autant de conflits comme à Sarajevo, puis ensuite toutes les opérations en Afghanistan, etc. Donc à ce moment-là, avec le recul, je me suis dit, la gendarmerie, c'est directement un job opérationnel. On est directement sanctionné sur ce qu'on fait. Si on rate l'enquête, on rate un dispositif, on le rate vraiment. Donc si on le réussit vraiment. Et donc j'avais besoin. Et ensuite, c'était une arme dans laquelle on peut avoir des responsabilités très tôt et on est assez autonome en termes de commandement. C'est-à-dire qu'il y a, voilà. Donc j'avais déjà été en régiment dans l'infanterie pendant la première année de Saint-Cyr et je voulais avoir des responsabilités un petit peu différentes. Et à 20 ans, on se dit, tiens, on va faire la fête, etc. Toi, tu avais déjà l'envie d'avoir des responsabilités. Ça te vient d'où, cette envie? Moi, enfin, c'est pas tant des responsabilités. Moi, je voulais devenir un homme. Donc, je m'étais structuré en disant, si je fais une école comme Saint-Cyr, il y a un socle intellectuel, il y a un socle physique, il y a un socle mental. Donc, moi, j'étais un peu je n'avais pas eu des études très, très extraordinaires, faut être très honnête. Ça avait très bien marché au début, puis après, ça s'était un peu effondré. Donc, j'ai dû quand même m'arracher pour réussir tout ça. Et donc je me suis un petit peu construit sur des échecs. Ouais, faut être. Et puis ensuite, ça a été de dire, allez, je veux devenir un homme assez complet, enfin sur un socle complet, un peu stoïcien, Mhm. un peu sagesse antique, et en me disant voilà. Et je pense que Saint-Cyr, c'était le socle pour tout le reste. Donc je m'étais pas projeté dans l'armée, je m'étais projeté à À Saint-Cyr. Saint-Cyr. Voilà. Et ensuite, c'est le fait que ça m'ait plu, que ça m'ait réussi, j'ai continué. Donc j'ai pu faire 15 ans au total dans l'armée, dont 11 comme officier de gendarmerie. D'accord. Et quand tu démarres, tu gravis les échelons aussi pendant ces 11 années. Il y a eu des faits marquants, il y a eu des éléments, des rencontres peut-être qui t'ont marqué plus que d'autres? Oui, alors on rentre dans une carrière militaire, donc forcément lieutenant, capitaine, commandant, enfin chef d'escadron. Donc oui, ça c'est la règle. Ensuite, des événements, oui, je suis allé en Nouvelle-Calédonie avec mon escadron. J'ai essuyé la tempête de 99 quand je commandais la compagnie de gendarmerie de Rochefort, par exemple, en Charente-Maritime, qui était un commandement magnifique, mais enfin une tempête extrêmement dure sur cette partie du territoire. Donc oui, ça m'a donné pas mal de... Et puis j'ai été aussi instructeur en école d'officier à Melun, où j'ai beaucoup appris, beaucoup donné, beaucoup appris aussi. J'adore l'enseignement et le fait de faire grandir les gens. Et tu vis à la caserne à ce moment-là, c'est ça? Oui, absolument. Sauf à Melun où on était en résidence civile, mais globalement, on est toujours en caserne. Oui. Ouais. Donc à Toulouse avec l'escadron et puis en général dans des casernes. Ouais. Donc, et puis pendant ces 11 années, tu continues l'entraînement, tu gardes ton socle finalement, le Oui, mental, le physique. oui, tu maintiens ton niveau opérationnel au maximum. Donc c'est pas les parachutistes, hein, la gendarmerie, hein, mais globalement, on doit être mentalement et physiquement assez prêt. Donc on continue de s'entraîner, bien sûr. Qu'est-ce Mais qui fait moins. que... C'est-à-dire que la différence, c'est que dans l'armée, je pense qu'il y a 10% d'opérationnel et 90% d'entraînement. Nous, c'est l'inverse. Un peu comme dans le privé. Il y a 10% d'entraînement et 90% d'opérationnel. Dans la gendarmerie, c'est pareil. On est tout le temps en opération. Le vrai sujet, c'est d'être capable de s'entraîner, de trouver le temps de s'entraîner. Et au bout de ces 11 années, qu'est-ce qui fait que tu quittes, arrêtes,
change de voie? Alors oui, j'étais chef d'escadron, donc à la direction de la gendarmerie nationale. Et là, j'ai une discussion avec un sous-préfet qui était à la direction, de la gendarmerie, avec qui je travaille sur des dossiers. Et ça me donne envie de passer la passerelle, enfin de faire la passerelle qui permet, via l'ENA, de rentrer dans le corps préfectoral. D'accord. Et voilà, donc il y a, je sais pas, une trentaine de 40 candidats, il y a 3 places. Donc rentre le processus. C'était au moment où je préparais l'école de guerre. Et bon, j'ai eu la chance d'être pris du premier coup. Donc tu fais l'ENA. Oui, alors on a une scolarité à l'ENA, D'accord. qui nous permet ensuite, dont une partie va être en stage en préfecture, et ensuite avant d'être affecté en préfecture. Moi, j'ai choisi la préfecture de la Savoie Pourquoi? parce que c'était, il y a la dimension des stations, la dimension du paysage, de la géographie. Il y avait les sujets franco-italiens. Ouais. Il y avait, voilà, c'est un territoire qui a du caractère. Donc j'ai adoré. Donc c'était un challenge finalement. Alors c'est toujours un challenge, enfin c'est toujours un défi, quoi qu'on fasse, c'est toujours prendre des risques, hein. Mmh. Mais ce qui s'est passé en Savoie, c'est connaître l'univers des risques dans un département qui les cumule tous, la délinquance en station, la gestion même de la médecine de montagne, enfin j'ai eu à gérer la crise du lac de Rochemelon, qui est un lac glaciaire qui a menacé de détruire 4 villages. Et donc j'ai géré la crise pendant 3 semaines à l'époque, et on a évité à 24 heures près un vrai désastre. Donc non, c'est avec le concours des pompiers, le concours de l'armée, ça a été un beau sujet, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous aviez dû faire évacuer le village? Non, non, Sécuriser on a le... monté une procédure de vidange d'une partie du lac D'accord. pour éviter sa submersion, c'est-à-dire pour éviter qu'il passe sous le glacier, qu'il entraîne de la glace. Donc en fait, ça a été un premier cas. Donc on est en train de découvrir qu'il y en a de plus en plus des risques comme ça. Donc ça a été une première dans l'urgence. J'ai beaucoup de souvenirs de ce moment-là parce que c'était quand même, Oui, une grande fierté. c'était quand même assez vertigineux, quoi. T'as qu'à de le dire. C'est à 3200 mètres d'altitude. Tu restes combien de temps en Savoie? 18 mois. D'accord. Donc c'était dans le cadre de l'ENA? Non, c'était dans le cadre de ma première affectation D'accord. comme sous-préfet, comme directeur de cabinet. Et là, j'ai été ensuite nommé directeur de cabinet du préfet de la région Centre et préfet du Loiret. Et donc, pareil, alors là, c'est plutôt les violences urbaines de 2005 Mmh. qui ont été un moment phare, et le travail avec les élus sur la sécurité de la banlieue d'Orléans. D'accord. C'était vraiment passionnant. Et là, ça va durer que 15 mois aussi, puisque je suis appelé pour devenir secrétaire général de la préfecture de la Corrèze. Donc, les dernières années du président Chirac, la dernière année ouais. Et ça, et puis c'était François Hollande qui était député maire à l'époque. Et j'ai eu pas mal travaillé avec Madame Chirac d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et tu te laisses porter à chaque fois? T'as ton mot à dire, ou on te dit, bah voilà, il y a une opportunité à aller en Corrèze? Est-ce que ça Il y a un vous... vieux principe dans le corps préfectoral qui dit on ne demande rien et on refuse rien, quoi. Donc c'est assez. Donc forcément puis c'est des beaux postes. Enfin, c'est quand même des postes Oui. magnifiques. Il y a des challenges à Donc chaque ça se fois. refuse pas, non, ça se refuse pas. Tu restes combien de temps en Corrèze? Alors 20 mois, parce que je suis appelé à devenir délégué aux restructurations du ministère des Armées au moment des suites de ce qu'on appelait la révision générale des politiques publiques, où il fallait fermer beaucoup d'entités militaires et réduire assez considérablement les effectifs. Donc j'étais en charge de toute la politique d'accompagnement de ces réformes pour redonner une dynamique territoriale, économique et territoriale aux sites qu'on allait fermer, et accompagner le mieux possible les gens dans le cadre des restructurations. Ça consiste en quoi concrètement? C'est 200 casernes qu'il a fallu soit fermer, soit restructurer. Et ça veut dire dans des villes comme Barcelonnette, comme Briançon, ou autres, qu'il faut remettre une activité dessus rapidement pour générer de l'emploi. Et quand un régiment s'en va, il faut pouvoir créer un plan de redynamisation économique, donc avec les élus, les acteurs, les préfets, etc. Donc j'ai écrit toute la doctrine à l'époque. Donc c'est une réforme qui a
qui était majeure. Elle arrivait juste après la carte de la justice carte de la réforme de la justice. Donc c'était quand même assez compliqué en termes de contexte politique, etc. Et elle s'est plutôt pas trop mal déroulée. Alors maintenant, on en paye un peu les conséquences parce que comme on est en plein réarmement et il est possible que mais à l'époque, dans le cadre d'une révision générale de politique publique de réduction des dépenses et d'optimisation, mais aussi de logique de RH, c'est-à-dire que éviter les régiments trop isolés ou dans une armée professionnelle où les épouses ne pouvaient pas trouver d'emploi, etc. Donc, il fallait se rapprocher des bassins d'emploi le plus élevés. Donc, pour ça qu'un régiment, par exemple, de Bourg-Saint-Maurice, que je connais bien, est parti à Grenoble avec la division alpine, la brigade alpine, pour pouvoir avoir un hub, entre guillemets, et donc permettre plus de choses. Voilà. Il faut vraiment voir 360 degrés, penser à tout le monde, aux personnes, à leur famille. Oui, c'est une manœuvre que subie, mais qui a été intelligemment travaillée par les états-majors et que nous, on a voulu faire prendre la décision par le président de la République et ensuite exécuter intelligemment avec les territoires. Donc parfois, en 2-3 ans, c'était fait, parfois en 10 ans. Mais globalement, je pense que la redynamisation des sites comme à Châteauroux ou ailleurs, ça a été de remettre des entreprises, de mettre des écoles, de mettre... il y a tout un processus, mais voilà, c'était assez intéressant. Ce que je trouve absolument génial, c'est que j'ai aussi le sentiment, alors je ne connais pas le procédé de sélection des candidats pour ces postes, mais tu arrives sur une nouvelle mission qui finalement a peu de lien avec la précédente à chaque fois. Oui. Et t'es un peu la personne qu'on va parachuter parce que tiens, il y a une mission un peu impossible, quelque chose d'un peu complexe. En général, on est choisi, hein. Enfin, on est appelé. Moi, de toute ma vie, je crois que j'ai jamais demandé quoi que ce soit. J'ai toujours la chance d'avoir été appelé. Monsieur Pellegrin, Y compris ici d'ailleurs, y compris ici, ce qui est d'abord, je crois qu'il faut travailler son employabilité et puis bien bosser, ce qui fait que le bilan parle un peu pour toi et qu'après tu as suffisamment d'alliés pour se dire tiens, celui-là, il peut être intéressant. faut qu'on pense à toi, la bonne personne au bon moment. Ouais, c'est pas qu'une question de statut, pas qu'une question de. Puis parfois, c'est des postes un peu compliqués où tu sais pas combien de personnes avant toi ont refusé. Mais on refuse jamais. C'est ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais après la Corrèze ? Après la Corrèze, j'ai monté une petite boîte pendant 4 ans dans le cadre d'un petit groupe privé. On a monté une boîte pour essayer de travailler sur le numérique, la télévision numérique, les industries de télévision numérique pour apporter en Afrique notamment ce qu'ils n'avaient pas sur Internet. D'accord. L'idée, c'était de créer une espèce de Netflix de l'éducation directement avec un décodeur qui permettait de récupérer le signal et de faire du Netflix comme ça avec des contenus éducatifs. Donc ça a été un sujet. J'ai essayé de faire en sorte de créer, dans le cadre des objectifs du millénium en éducation, de faire en sorte qu'on puisse équiper les écoles africaines pour 1 € par enfant par an. Ouais. Voilà, c'était ça le Beau sujet. challenge. Donc pendant 4 ans, ça a été un peu Sublime. mon combat. Donc j'ai sillonné l'Afrique de long en large et en travers. Mais c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Au bout de 4 ans, on s'est dit on arrête parce que ça prend pas. Voilà. C'est dommage. Et puis parce qu'il y avait le système de passage par les réseaux de téléphone, les SMS, etc. Soit c'était trop tôt ou pas encore mûr. Mais c'était un beau défi, ouais. Et là, c'était une expérience entrepreneuriale finalement ? Oui, absolument. Entrepreneuriale. Donc tu t'es dit, tiens, j'ai fait le public, je vais faire l'entrepreneur. Voilà, pendant 4 ans, avec une vocation de service public derrière, parce que l'idée c'était d'empêcher que les jeunes Africains perdent encore 5-10 ans avant qu'il y ait un déploiement correct de l'Internet. Ouais. Voilà. Bon, heureusement, ça vient et ça fonctionne bien. Ouais. Après ? Dieu merci, avant de mourir de faim, j'ai pu être, j'étais en disponibilité. Ouais. Et donc, ce qui fait que le ministère de l'Intérieur m'a repris et m'a offert un poste de sous-directeur des achats. Donc, je suis devenu sous-directeur de l'achat d'un service service achat, équipement et de logistique pour la sécurité intérieure, le SAELSI. Et donc, c'était une structure qui était construite autour des 3 directeurs généraux de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile pour gérer la politique d'équipement, la politique d'achat
et des équipements et logiciels, enfin et tout le système informatique de la sécurité intérieure, plus et une sous-direction logistique. Donc il y avait un commissaire divisionnaire, il y avait un général de gendarmerie, puis moi au milieu pour faire l'administrateur civil. Incroyable. Et c'était une aventure où j'ai vraiment appris l'achat public grâce à à mon adjoint qui était colonel puis général, qui m'a fait un bien fou, qui était un vrai spécialiste de l'achat public et qui m'a énormément appris. Encore une fois, c'est un challenge qui était totalement improbable. Ah oui, ça, je connaissais absolument rien avant de lire le maximum de bouquins avant de prendre mon poste. Ça, je veux dire que, mais on l'a fait par osmose et puis par souci aussi de monter un service, de faire avec les gens, d'essayer de réfléchir à la stratégie, au plan, etc. Donc, ce que j'aime bien faire. Ouais. Dans chacune de ces expériences, tu définis des objectifs, des KPIs pour te dire, pour mesurer le niveau de succès, de réussite. Alors, je finis par y arriver à Mm. ça, mais c'est pas le premier sujet que je mets en place. Je suis pas, tu sais, il y a un sujet qui s'appelle la loi de Goodhart ou alors la quantophrénie, c'est-à-dire d'essayer de mettre des chiffres partout, tout le temps, etc. Ça rassure tout le monde, mais c'est pas le réel. Il faut partir du réel. Et le vrai réel, c'est de faire avec des gens, d'essayer de voir ce qu'on peut faire, quelles sont nos forces, quels sont nos atouts, et ça se devient un plan. Ouais. Et après, on met des KPI. Mais j'essaie de faire l'inverse de la doxa managériale classique. Parce que par exemple, toi, quand on te présente le projet, on te le dit comment? On dit, bah voilà, faut structurer la plateforme d'achat euh, Oui, pour l'intérieur. alors on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut. D'abord, le sujet, c'est que je me sentais responsable. Moins de plus 2, c'était directeur général de la gendarmerie, le général Favier à l'époque. Donc, ou moins de plus 2, c'était le directeur de la police. Donc, ce qui veut dire que je me sens, ce que l'américain appelle accountable. Oui. Et donc, directement, complètement responsable. 2, on me demande de sécuriser l'achat, c'est-à-dire juridiquement, mais en même temps d'être performant, d'optimiser les dispositifs, de faire mieux avec moins. Voilà, c'est cette logique-là. Donc, il y a toujours une marge où on peut travailler ça. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, oui. Et puis il y a eu les attentats du Bataclan, enfin d'abord de Charlie Hebdo, puis du Bataclan, qui ont un peu changé la donne, où là on est devenu beaucoup plus broker que véritablement acheteur. Donc il a fallu vraiment aller très vite sur un certain nombre de sujets, ce qui fait que le très court terme l'a un peu emporté sur le long terme. Donc le service s'est mis en avant, moi je me suis mis un peu en retrait, puisque nous on est sur des procédures d'achat public assez lourdes, etc. Et mais bon, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai appris ou ce que j'ai voulu mettre en place a été reconnu, et j'ai été appelé donc pour faire la même chose, pour devenir sous-directeur achat finance de la DGSE. Donc, alors j'en parle parce que j'ai fait la une du Canard enchaîné en sortant, sinon j'aurais pas le droit d'en parler. Et donc ça, c'était de restructurer les achats, de faire des économies, d'améliorer le processus en entier, et puis de gérer de négocier la loi de programmation militaire pour le compte du service. Et ça a été passionnant aussi. Incroyable. Donc, tu passes de la DGSE, mais tu étais déjà à la DGSE. Non, je suis arrivé à la DGSE en 2017. Donc, bon, j'avais voulu y rentrer quand j'étais jeune, je te cache pas, mais ils avaient refusé, et parce qu'ils prenaient pas de gendarmes, enfin, c'était pas tout à fait dans l'état d'esprit, etc., sauf pour les raisons de sécurité, enfin, et les raisons pour lesquelles ils m'avaient pas pris à l'époque, sont les mêmes pour lesquelles ils sont venus me chercher, c'est-à-dire remettre de l'ordre et d'améliorer le dispositif d'achat, et puis et ça a été passionnant. C'est un univers incroyable. Bon, je veux pas en parler trop, mais c'est... Qu'est-ce que tu as le droit de nous dire? Parce que c'est vrai que c'est un mystère. On se sent en sécurité malgré tout. Il y a des gens extraordinaires qui œuvrent à ça. Mais ils ont aussi ce devoir de secret que tu as aussi. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu as je sais pas, une anecdote ou quelque chose qui... Non, mais je vais surtout parler de ce que je faisais, moi, c'est les fonctions soutien. Soutien finance, soutien achat, c'est au fond, aucune des missions du service ne pouvait être faite sans nous. Donc j'ai surtout remonté le moral de mes collaborateurs en leur disant, ce qu'on fait là, on contribue à la défense,
aux opérations, aux missions, etc. Et donc, ce qu'on fait est fantastique. Enfin, je veux dire, souvent, il y a ce qu'on appelle la logique de l'honneur en France, c'est-à-dire que les opérationnels ont toute la lumière, mais on se soucie pas assez de de toutes les fonctions support, de tout ce qui est derrière. Et donc, c'était rendre hommage aussi à tous ceux qui font que, voilà, on arrive à acheter mieux, bien, enfin, de faire en sorte de trouver de nouveaux équipements, de nouvelles solutions, de le faire en lien avec tout le service technique et pour les opérationnels. Non, non, pour moi, ça a été. Je me suis senti utile et je me suis senti très utile en fait. Ouais. Et ça, pour le moral, c'est pas le tout de faire quelque chose. Si en plus il y a l'utilité et le fait que même si on ne sait pas ce qui se passe derrière, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on contribue à la défense en profondeur du pays et avec des gens fascinants, compliqués, mais c'est un service extraordinaire. Oui, tu te lèves le matin, t'es en forme, t'es énergisé. C'est clair. Tu restes combien de temps à DGSE? Et ben, je reste 4 ans, puisque je suis appelé par mon patron actuel, Thibaut Sartre, qui est d'ailleurs préfet, et qui me demande de rejoindre Idemia pour reprendre la direction commerciale France. D'accord. Donc pendant 3 ans, je m'occupais de la France. Et depuis 1 an, donc on a complètement restructuré la société. Et donc on travaille par division et puis par business line. Et sur cette business line qui est sur qu'on appelle Justice and Public Safety, c'est toute la problématique d'équiper les forces de police et de défense dans le monde entier avec la biométrie. Dans le monde entier? Dans le monde entier, hors États-Unis et Canada, qui appartenaient à une autre entité du groupe. C'est quoi le pitch d'Idemia? Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent. Et pourtant, on est à la Défense, là. Mais Alors j'ai une anecdote là-dessus, c'était au salon Millipol. D'ailleurs, il y en aura un en octobre prochain, ou novembre prochain, je vous invite à y aller. Enfin, je t'invite à y aller. C'est il y a 2 ans, donc le ministre de l'Intérieur est venu sur le stand nous visiter, hein. On est le 4e fournisseur du ministère de l'Intérieur, quoi, grosso modo. D'accord, Donc ok. c'est quand même une société importante dans cet aspect-là. Et je me souviens quelle pouvait être l'accroche, comment parler d'Idemia. Et avec notamment, alors lui, il nous connaissait, mais c'était surtout pour les journalistes autour ou les gens, c'est de leur dire, écoutez, vous connaissez peut-être pas Idemia, mais Idemia est très présent dans votre vie, et notamment dans votre poche. Donc D'accord. j'ai commencé à sortir leur carte bancaire, par exemple, parce qu'il y a une chance sur 2 que ce soit une carte bancaire Idemia. Alors ils regardent et ils disent, effectivement, c'est écrit dessus. Et, c'est la carte vitale. Donc D'accord. on le sait pas forcément, mais la carte vitale, bon, elle est pas biométrique, mais enfin, elle est dans votre poche et elle est très, très utile. Bref, c'est aussi, la partie biométrique du passeport, la partie biométrique de la nouvelle carte d'identité avec la puce. Donc ça, c'est Idemia qui fournit ça, bon, alors là, en l'occurrence, à l'Imprimerie nationale. Et donc c'est voilà, dans la vie des gens, bon, on fait aussi les radars automatisés. Donc là, ce On qui le dit est, moins fort. qui est très important. Alors, on le dit moins fort, oui, parce que mais on en rigole, mais ça veut dire aussi qu'on a contribué à faire baisser le nombre de morts dans ce pays de manière absolument drastique, et que ce programme dont on est pionnier, hein, avec l'État et la sécurité routière, enfin la direction pour nous, ça a été un sujet magnifique. Enfin, c'est vraiment un partenariat industriel extraordinaire, voilà, et qui contribue à sauver des vies en permanence. Et alors, ça veut dire, si je reviens sur la carte d'identité, la carte bancaire, Ouais. c'est-à-dire que si dans ma poche, là, j'ai mon permis de conduire, ma pièce d'identité, les nouveaux formats, les petits, et 2 cartes bancaires, il y a 60% de chance, plus de 60% de chance que j'ai 4 produits Idemia dans ma Ouais, poche. puis si tu rajoutes l'identité numérique de l'État, Ouais, c'est-à-dire France Identité, enfin, j'adore ce truc. et ben c'est nous avec un partenaire qui s'appelle Idacto et qu'on a fait pour l'Agence nationale des titres sécurisés. Et donc voilà, ça aussi, ça a été aussi un des sujets. On mettra le lien parce que c'est absolument extraordinaire, ça, France Identité Numérique. C'est que aujourd'hui, depuis mon téléphone, j'ai ma pièce d'identité et Permis de conduire mon maintenant. permis de conduire sans avoir besoin de la partie physique. Exactement. Ah, c'est une dérivée ou une duplication de l'identité physique. Alors il faut les deux, hein, carte physique et carte numérique, mais voilà, ça c'est un sujet qui nous a passionnés et j'ai été très fier d'y participer. Ça fait combien de temps que tu es chez Idemia maintenant? Et ben ça va faire 5 ans. Et quel est ton niveau d'implication dans les nouveaux projets? Parce qu'en tant que directeur commercial, tu es au contact du marché au quotidien, tu
tu reçois aussi peut-être les doléances ou les idées de tes clients, de tes partenaires. Quel est ton niveau d'involvement, d'engagement dans ces réflexions de quels sont les prochains produits, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille? Ah oui, il y a toujours une veille, au maximum du marché. Je peux témoigner de 2 projets sur lesquels, en tant que responsable France, j'ai pu lancer ou en tout cas soutenir. Le premier, c'est Alix, qui est, un système de reconnaissance faciale des bagages. Des bagages. Donc, pour le compte de la compagnie, Air France, on a fait un travail, qui est né sur un hackathon, hein, un truc, d'idéation et puis tout d'un coup on a réussi à via ce partenariat exceptionnel avec Air France, on a réussi à faire en sorte que, les bagages, à Roissy soient scannés, à leur passage, hein, sous une arche et ensuite si, il devait perdre son étiquette, ce qu'on appelle son tag, heu ne soit pas perdu et soit vite, récupérable par juste l'entraînement des algorithmes sur les bagages. Donc Et attends, ça veut dire qu'il reconnaît, il est lié à la personne par quoi? Par sa biométrie? non, non, par son biais, au moment de l'enregistrement. Donc quand le bagage passe, il passe sous l'arche et là qu'on associe donc, le boarding pass et l'étiquette, le tag D'accord. avec le bagage. Ce qui fait quand elle revient ensuite beaucoup plus tard, perdue, je ne sais où, avant d'aller dans ce qu'ils appellent le cube, à ce moment-là, elle est photographiée et là, le match se fait. Donc voilà, c'est un gros travail d'entraînement d'algorithmie, mais qui était un sujet passionnant et qu'on a réussi à mettre en place en 2-3 ans. Donc là Et ça doit être une et économie là, ce qu'on espère, c'est que colossale. derrière, ça puisse se développer dans d'autres compagnies aériennes Ouais. et c'est installé avec ADP. Et puis l'autre sujet, c'était, ce qu'on appelle Neodeka. C'était d'offrir de la capacité enfin d'abord, c'était permettre aux gendarmes, de se passer du papier quand il s'agissait de signaliser, c'est-à-dire de prendre les empreintes digitales des gens. D'accord. Et ça a été un sujet magnifique qu'on a traité avec un colonel de gendarmerie et qui est venu nous voir. Voilà: «J'ai un problème» et on s'est mis en mode, start-up, agile, et on a fait en 2 ans et notamment parce qu'ils avaient il y avait en jeu les jeux olympiques, Mmh. la capacité de mettre à disposition des petits capteurs en lien avec le système Néo, c'est-à-dire avec le téléphone et applicatif, des gendarmes, de faire quelque chose d'un peu révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont, la biométrie de signalisation dans la poche et ça va être ouvert à la mobilité, c'est-à-dire que vous pourrez, ça évite par exemple dans le cas des amendes forfaitaires délictuelles, les gens pouvaient être signalisés, la loi le permet, mais on le faisait pas parce que ça faisait perdre 3 heures aux gens qui devaient revenir à la brigade et cetera. Là maintenant ça va pouvoir se faire sur le terrain. Ça permettait sur une scène de crime de signaliser tout le monde. Ça permet, de signaliser tout le monde très rapidement, ce qui permet d'éviter de faire venir tout le monde à la brigade Mmh. et cetera. Donc il y a plein d'enjeux, mais surtout ça a remplacé le papier. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 85 à 90 de prise d'empreintes papier, avec tout ce que ça implique déjà de non-qualité et cetera et de temps perdu enfin c'est agaçant pour le gendarme, c'est agaçant pour la personne et donc là, l'objectif, c'est de faire vite avec un vrai contrôle qualité très rapidement, ce qui fait qu'ils sont passés de 85 de papier à 5 en quelques mois. Et c'est quoi pour toi l'avenir de la biométrie? La biométrie, elle est de plus en plus partout. Enfin, Ouais, je sais pas si tu as un iPhone ou un téléphone, tout à fait. Samsung et cetera. Je pense qu'à chaque fois, tu l'ouvres grâce à ta biométrie. En fait, la biométrie, c'est assez simple. C'est you and only you. Ça garantit que c'est bien toi. À partir de là, tous les usages sont possibles. Donc, les usages très positifs, voilà, nous, on essaie de travailler sur des usages, qui soient positifs pour la vie des gens. Aujourd'hui, par exemple, dans l'algorithmie, enfin dans les progrès de l'algorithmie, des empreintes digitales, en ce qui nous concerne pour la police, on vient de faire sur 2-3 ans 20 de gains de productivité. Incroyable. C'est-à-dire que la précision des algorithmes, d'ailleurs en partie liée à l'intelligence artificielle, sur le fond d'une algorithmie de 40 à 50 ans d'expérience humaine, hein, permet avec beaucoup d'équité, d'aller vite et de faire réouvrir ce qu'on appelle des cold cases. On a fait un cas dans le Michigan là, où on a, fait ressortir des milliers
de dossiers sur lesquels, grâce au progrès d'empreintes minuscules qu'on pouvait pas traiter avant, aujourd'hui on peut réouvrir ça. Donc ça donne un espoir pour que les victimes sachent ce qui s'est passé et que les auteurs soient finalement arrêtés. Et ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, oui. Enfin, l'idée c'est que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus juste aussi. Oui. Voilà. C'est quoi le taux de fiabilité? Il doit être quasi à 100%. Enfin, Oui. Alors ça se calcule pas comme ça, mais en tout cas, ce qu'on veut éviter, c'est ce qu'on appelle les fausses acceptances ou les sujets sur lesquels. Mais retenir que ce qui compte avec la biométrie, c'est que ça garantit. Enfin, je suis pas mathématicien, mais ça garantit que c'est bien toi. Ouais. Voilà. C'est Io et non l'io. quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qu'on doit faire et vérifier, etc., pour permettre aux enquêteurs, in fine, de toujours prendre la décision. Donc, il y a de plus en plus d'automatisation, il y a beaucoup plus d'efficacité, mais ça restera toujours le policier ou le gendarme qui prendra la décision, parce qu'il faut se souvenir qu'en face, il y a le juge, Oui. et que le système doit être absolument auditable de bout en bout. Donc voilà, donc ça fait partie des sujets. Quels sont les what's next pour toi? Parce que tu as fait du public, du privé, tu as fait des aventures, enfin, tu as un parcours absolument atypique, le mouton à 5 pattes. Alors déjà, c'est continuer à bosser ici à faire en sorte que notre boîte, notre culture, notre expertise, les effets qu'on essaye de produire sur le terrain, on puisse le faire le plus longtemps possible et le mieux possible. Et puis moi j'ai une marotte, c'est que j'écris et j'enseigne sur le leadership et le management. Donc j'étais pas rentré à Saint-Cyr par hasard, je voulais savoir ce que c'était que commander. Et donc je pense publier d'ici l'année prochaine 1 ou 2 livres là-dessus. Et peut-être que ce sera l'étape d'après, ce sera de continuer à enseigner ou à intervenir comme consultant de haut niveau, ouais. Et puis ça fera la promotion d'Idemia en plus. Donc. Oui, ça fait partie de ça. Je pense que ça c'est une boîte absolument excellente, absolument extraordinaire. Donc on est dans le showroom et c'est vrai que c'est impressionnant. Là, on voit le logo avec la tagline, oui. Mais tout ce qui est autour de nous sur... alors, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, mais par exemple, la reconnaissance faciale pour détecter que la voiture, c'est bien la vôtre et que vous êtes le seul à pouvoir la conduire, je trouve ça génialissime. Et voilà, il y a plein de choses autour de nous qui sont juste incroyables. Oui, moi je suis un grand promoteur de cette biométrie, comme d'une biométrie qui accompagne les gens et qui sécurise, qui sécurise d'un côté et qui donne des droits supplémentaires de l'autre. Ouais. Voilà. Et comme je ne me souviens jamais de mes codes, je suis très content que la biométrie m'aide à allumer mon téléphone. Pareil, et payer. Surtout que maintenant les codes, je sais pas, le truc des impôts là, c'est 20 caractères maintenant. Donc déjà 6, je sais pas comment on fait, donc 20. Donc voilà. Donc la reconnaissance faciale est une aide qui pour moi est indispensable. Merci beaucoup Laurent. On va passer dans la deuxième partie, ce que j'appelle le speed questionnaire. Donc je vais faire 3 propositions, peut-être 4, et puis tu choisis celle qui te parle le plus. Oui. Thé, café, jus de fruits? Café. T'en prends beaucoup? Bah trop. Hein. Je me suis mis au déca, donc non, ça va mieux. Matin, midi, soir? Matin. Tôt? Oui, parce que quand on vieillit, on se lève plus tôt. Et c'est une vraie chance parce que je lis 3 livres par semaine et c'est grâce à ça. Voilà. T'as un rituel le matin ou la journée? Est-ce que tu te lèves à 6 heures? Tu lis 1 heure? Oui, à peu près. Puis après, je fais un peu de yoga, un peu de médite, un peu d'écrit et au moins 3/4 d'heure de lecture. Ouais. Et t'as gardé une activité physique? Oui. Alors, je cours tous les samedis. D'accord. Ouais. C'est resté ancré dans l'ADN, c'est codé. C'est un peu indispensable. Ouais. Ville, campagne, montagne? Campagne. T'habites où aujourd'hui? J'habite à Puteaux, mais je projette d'acheter une maison un peu plus loin là. Pour aller retourner dans la campagne. trop bien. Tu me diras, Puteaux, c'est le bois de Boulogne juste à côté. Ah, c'est génial. C'est absolument génial. Hein. Et puis vu qu'on est dans une tour à la Défense... Oui, je suis à 7 minutes. Pour moi, c'est idéal. Bon, j'ai une grande famille, donc il faut que j'installe ça dans un projet aussi. Lecture, cinéma, musique? Tout, mais surtout lecture. Printemps, été, automne, hiver? Printemps. Ah bah, ça va être une bonne année. Travail au bureau, télétravail, coworking?
Alors j'aimais beaucoup le télétravail, je dois dire que je suis un type assez indépendant et assez autonome mais là je reviens de plus en plus au bureau parce qu'on a une phase, de construction de la business line, le fait que les temps sont pas faciles, et on s'entend bien donc moi j'ai besoin d'être avec eux de plus en plus, ouais. Ah, quand on a une super J'espère que c'est équipe. réciproque. Alors la prochaine est un peu bizarre. Spéciale, on va dire. Salade, tomate, oignon? Salade. Donc pas de kebab. Heu, Innovation, tradition, disruption? Je suis pas un early adopter, ça c'est certain, mais je baigne dans l'innovation et cetera, mais je suis quand même je suis un peu les 3. J'ai un petit côté rebelle, disruptif, il y a un petit côté traditionnel, sinon j'aurais pas fait Saint-Cyr et autres, à la gendarmerie ou sous-préfet et en même temps j'adore l'innovation donc les 3, mon Les 3. camarade. On dit les 3 mon général, mais Tiens, je passe à une petite digression. À quel moment est-ce que tu as eu le mérite? alors je l'ai eu juste après par le ministre de la Défense quand j'étais délégué restructuration pour me remercier et le deux non c'était, monsieur Morin à l'époque et puis la deuxième fois c'était au service, à la DGSE. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit: «Monsieur Pellegrin, il faut faire quelque chose». Oui, alors je suis content parce que c'est à titre civil que j'ai reçu mes décorations et non pas à titre militaire, donc ce qui est plus rare donc ça a de la valeur et j'aime bien le mot mérite. Ouais. C'est Charles de Gaulle qui avait créé ça, le président de Gaulle qui avait créé ça je crois en 63-64 et je pense que ça a beaucoup de sens, ouais. Mmh. Je sais pas très bien ce que c'est que l'honneur, je sais vraiment ce que c'est que le Le mérite, ouais. mérite, ouais, la méritocratie. Ouais, En termes de réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram? je n'ai que LinkedIn. T'as testé les autres? Non, Pas j'en intéressé? ai aucun des autres, Non? aucun. Tes enfants peut-être? Ah bah sûrement, ouais, ça je dois dire. Mais c'est vrai que tous les copains qui m'envoient des trucs pour regarder sur Facebook, j'ai pas, Insta, j'ai pas, donc et je m'en passe très, très, très bien. Et alors pourquoi? C'est parce que tu comprends le fonctionnement derrière ou parce que tu te dis: «J'ai pas de temps pour ça» ou ça t'intéresse pas? Bon, je suis comme tout le monde, j'ai un comportement peut-être addictif, et donc j'ai pas du tout envie Mmh. que mon temps me soit volé. Hem, Tu sais, les plus belles années de la vie, c'est celles qui restent à vivre et j'ai pas du tout envie qu'elles soient confisquées par quoi que ce soit. Ah, tu préfères aller chercher ta dopamine plutôt que de Exactement, faire exactement et la lecture me fait beaucoup de bien et je suis pas très presse non plus, je l'ai été très longtemps, mais aujourd'hui, j'évite tout ce qui est, instantanéité. ouais, et en termes de lecture alors, tu es plutôt quel style de livre? Oh, enfin, je lis beaucoup sur le management et son environnement, enfin, et cetera, mais l'histoire, enfin, je lis, je sais 3 livres par semaine, ça fait, là, en ce moment, je suis en train de lire pas tous les livres de Michel Onfray, par exemple, pour voir ou d'autres, ou de Vincent de Goljac, sur le management. Non, non, j'ai lu, 2 romans magnifiques, La Conque, que je conseille, hem et La Flotte fantôme. Ça, c'est pas mal ça. D'accord, on mettra les références, Ça, c'est pas mal. et le dernier, voyage d'affaires, loisirs ou, maison? Les 2. On aime bien être bien chez soi. Enfin, moi, je suis sagittaire, donc j'ai besoin d'être à la fois très casanier et d'être dans un avion. Donc j'ai besoin des 2, mais pas en même temps. Mais j'ai besoin des 2, ouais. Donc grâce à ce job, de directeur commercial international, je voyage pas mal et ça me plaît énormément, ouais. Bah, c'est pas que pour le voyage, c'est aussi parce que le fait d'être avec les gens, au plus près des gens, dans leur environnement, de comprendre, voir les clients, c'est la clé, hein. Et le télétravail, c'est bien, le travail depuis, la Tour d'Ivoire, c'est bien. La réalité, C'est le terrain. c'est d'être le plus possible sur le terrain. Ce que d'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup depuis le début de l'année, là. Ça me manque. Dernière question, enfin je passe dans la phase des dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation justement de lecture, de podcast ou une newsletter à suivre? Alors podcast, alors ouais, je vous conseille le podcast d'une amie qui s'appelle Enquête d'avenir, d'Ariane Cronel. Donc, elle vient de faire le 34e épisode, elle termine sa première grande saison. Donc c'est vraiment une investigation sur, enfin une enquête
d'avenir. C'est quoi l'avenir? Donc ça va interroger la décroissance, ça va interroger la problématique du développement durable, ça va interroger la thématique du capitalisme, de la financiarisation, etc. Donc tous les thèmes sont abordés de manière maligne, intelligente. Enfin, je suis un fan absolu de ce podcast. En quête d'avenir. En quête d'avenir. Ariane Cronel. Super. Qui est d'ailleurs une camarade du ministère de l'Intérieur. Voilà. T'as gardé de bonnes relations avec tout au long de ta carrière? Oui, globalement, oui. Ouais, globalement, oui. Mais bon, après, il y a des affinités électives. Bien sûr. Est-ce que, justement, en parlant d'affinités, est-ce que tu as une amie, une connaissance que tu me recommanderais d'inviter dans le podcast? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un que j'aimerais bien, c'est Anne-Gaëlle Baudouin, qui est préfète, qui est patronne de l'Agence nationale des titres sécurisés, justement. C'est un service qui a beaucoup de choses à dire. Sur le fait justement d'être garante des titres sécurisés, avec la sensibilité que ça peut représenter, en termes de sécurité, en termes mais aussi d'approvisionnement pour que les citoyens, etc. Mais aussi parce que c'est eux qui passent au numérique, qui vont être garants du portefeuille numérique français dans le cadre du projet européen, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter. Et puis sinon, je conseillerais Agnès Diallo, la présidente de l'Imprimerie nationale, puisque vous savez qu'une partie d'IDEMIA, donc la partie titre et identité d'IDEMIA, a été rachetée par IN Group. Donc c'est un peu pour continuer le voyage. Écoute, avec grand plaisir, merci beaucoup. Et dernière question, si jamais on souhaite te contacter, c'est quoi la meilleure façon de s'y prendre? Incontestablement LinkedIn. Voilà, incontestablement LinkedIn. Eh bien écoute, un grand merci Laurent. J'ai une petite lecture à t'offrir juste après, mais ça a été un vrai plaisir. Bravo, parce que tu as un parcours que je trouve personnellement vraiment très inspirant. Tu as fait des choses où on t'a envoyé au front et tu as relevé le challenge et tu as dépassé, surpassé les attentes, sachant que tu savais pas non plus ce qu'il fallait réellement faire, mais tu l'as fait. Donc vraiment, c'est fait jamais tout seul. Hein. Non, mais ce qui doit être fait, mais toi tu le fais. Donc, merci beaucoup, merci Omer, merci de cette initiative et merci de cet exercice qui est toujours qui est pas facile, mais qui est toujours riche d'enseignements. Merci beaucoup, Laurent. Et merci pour tes mots. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.